Pour un investisseur français, mettre son cash dans l'immobilier en France, je pense qu'il va réfléchir à deux. Ouais, il est pas génial, pas génial. Mais le gobelet, il est top notch. Et l'autre, Ben, il est chanteur, danseur, interprète, cascadeur. poète. Ah ouais, ça y est, on est au top 1. Félicitations. Le message est passé. Ouais. T'as toujours pas digéré les. Tu connais le nom, tu poses des là, je questions, t'ai donné une perche. balle, tu peux tout dire sur Sandbox. Enfin, Débat démocratique. Je sais pas où on va avec la France. Salut à tous. Vous avez reconnu l'équipe, hein. Hello, Ben. los amigos. Ben Salut de tout le l'agence Marina Imo Dubaï. Marina Imo. Genre obligé, tu vois. Bon, on va. Très 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 bonne nouvelle là. Alors là, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast et plein d'autres en fait, Amazon, etc. Donc là, on va monter en visibilité comme pas possible. Donc pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, montrez-nous que vous nous suivez, commentez, dites-nous, comme ça on sait qui c'est qui les anciens. Et après, il y aura une comparaison entre les anciens et les nouveaux. Il y aura une petite guerre. On complète. Voilà. Plaisanterie. Donc Abdel a un petit sujet très intéressant aujourd'hui. Donc Abdel, tu peux nous dire ton sujet? Ouais, Ilan, t'es avec nous? Je suis avec vous, les gars. Allez-y, On a c'est dit parti. on a dit qu'Ilan était là? Il applaudit, donc Ouais, c'est vrai, c'est la caméra. Ilan, Ouais, on a vu. Moi, j'ai dit bonjour en plus. Vu que Ben a parlé de Spotify, je pensais vraiment ça. J'oublie qu'il y a la caméra. Ah, Ouais, félicitations, c'est bien ça. Bravo. voilà. C'est ça, il y a un problème avec le café? Ouais. Ouais, il est pas génial, pas génial. Mais le gobelet, il est top notch. Le gobelet, il incite à rêver. En plus, j'ai pas eu mon code. Ah putain. Ah, il prépare. Ouais, bon, rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, comme d'hab, on aura préparé. C'était un petit sujet sur la dette. La dette. On voulait en discuter entre nous et vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-il vraiment possible de s'enrichir dans l'immobilier? Vraiment s'enrichir, hein, je parle pas de générer une petite rentabilité, vraiment s'enrichir sans passer par la dette. Voilà. Le sujet est lancé. Je vous envoie ça, je vous envoie la patate chaude. Qui démarre? Ilan, non, vas-y, je vais commencer parce qu'apparemment là, il y a un truc. Écoute, alors moi, comment il s'appelle Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Il a bien dit que l'argent n'existe pas. C'est une arnaque et que ceux qui veulent s'enrichir, c'est les gens qui sont endettés. Bon, ça c'est une théorie. Maintenant, pour ceux qui sont religieux, on a ce qu'on appelle l'intérêt, et l'intérêt il est proscrit dans la religion musulmane. Donc il y a deux théories qui se battent en duel, mais malheureusement, si je veux faire ça plus ça égale ça, à la fin, quand tu regardes bien, ceux qui s'enrichissent dans le monde, ceux qui sont riches, quand tu regardes des vidéos sur YouTube et tout, les gens très très riches, ils disent tous qu'ils ont un gros patrimoine immobilier. Après, à savoir, est-ce qu'ils sont... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque crise, il y a un dumping incroyable. Donc il y a un fois 10 ou fois un truc, surtout dans les grosses crises. Par exemple, en Ukraine, quand l'Ukraine va signer un armistice, je ne sais pas quand, mais les États-Unis, BlackRock, ils vont débarquer et ils vont tout racheter. Enfin, ils ont peut-être tout racheté déjà, mais ils vont reconstruire et tout. Et à la fin, l'Ukraine, franchement, moi j'y allais souvent, c'était super bien. Et je pense que ça va faire un x10, x, je sais pas. Quand je dis x10, je sais pas en fait. Ça va faire vraiment une grosse plus-value. Donc je pense que ceux qui réussissent dans le monde, c'est prouvé, c'est dans l'immobilier. Maintenant, à savoir avec crédit ou sans crédit, malheureusement, c'est la théorie de Kiyosaki, c'est vraiment utiliser l'argent, qui est elle-même une dette, parce que l'État qui nous taxe, etc., c'est une dette aussi. Et on peut s'enrichir plus rapidement avec l'argent, avec la dette, qu'avec l'argent cash. Parce que si tu achètes un appartement cash, et en fait, en gros, tu as 100 000 euros, tu peux acheter 4 appartements, tu mets 20 000 euros chacun, et tu les mets à louer, et c'est ton locataire qui Maintenant, si tu es en mode musulman, tu as 100 000 euros, tu achètes une maison à 100 000 euros dans un petit patelin, et tu la mets à louer. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, voilà. De toute façon, c'est un sujet. C'est un vaste sujet, c'est un débat.
Tu as ouvert une brèche en tout cas. Vas-y, Lan, dis-nous ce que tu en penses. Pour moi, qui vient de la forêt, qui vient de tout en bas, sans dette, on ne s'enrichit pas. Si on ne m'avait pas prêté de l'argent à un moment donné, je parle de l'immobilier, hein, j'aurais jamais pu me construire un patrimoine immobilier. Quand tu n'as rien, comment tu fais pour acheter? Là, dit comme ça, le diagnostic, c'est vrai qu'il est simple. Hein. Donc une fois que tu t'endettes, que tu achètes et que tu loues, comme a dit Ben, c'est plus toi qui payes ta dette, c'est ton locataire. Et tous les ans, ton bien prend de la valeur normalement. Donc non seulement il paye ta dette, mais en plus tu t'enrichis tous les ans. C'est incroyable quand tu penses que si tu as on va dire 100 000 euros, tu achètes 4 appartements dans des petits patelins en France, mais pas des petits patelins en fait, des endroits assez touristiques. Tu vois, ou des endroits qui ont besoin de location, tu vois, je sais pas moi, n'importe quelle ville. Mais à 100 000 euros, et toi tu mets un capital tu mets un apport de 20 000 euros, et tu peux en acheter 4. Et si ça marche, dès que tu refais 100 000 euros, tu travailles dur, tu refais 100 000 euros, tu achètes 4. Travail dur, 100 000 euros, 4. T'imagines tous les 100 000 euros. Mais après, la question, c'est combien de temps tu vas mettre à accumuler ces 100 000 euros. Et après, tu refais des culbutes. Après, je crois du cash. Il y a le seuil de surendettement, après, je crois, en France. Non, mais après, il y a la good debt et bad debt. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ils contredisent un peu ils essayent de trouver des solutions avec l'islamic banking. Parce que c'est vrai que tu as une bonne dette et une mauvaise dette. Une bonne dette, c'est quelque chose qui est calculé. Genre, tu achètes un appartement, tu mets un apport de 20 000 euros. Ton locataire, il te paye ton loyer, plus une plus-value. Donc là, c'est une good dette. Mais si tu achètes un appartement, tu achètes une usine, et après tu t'endettes, et la dette, elle est plus élevée que ton investissement, donc tu as besoin de plus te rendetter, et là, ça te cause des problèmes. Donc là, c'est une bad dette. Parce que tu crées de la dette, tu crées des problèmes, en fait, en gros. Ouais. Voilà. Mais vous pensez quoi du facteur risque? Parce que ce que vient d'expliquer Ben, c'est vrai, c'est une réalité. Moi, je connais à titre personnel des gens qui l'ont fait et qui n'avaient pas des revenus incroyables, qui ont vraiment accumulé, surtout il y a une période, là, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, un peu avant le Covid, les taux, je ne sais pas si tu as connu cette période, peut-être, Ilan. Écoutez, moi, je travaille dans un cabinet d'avocats ici aux Émirats. Et on validait les dossiers, parce qu'on a un partenariat avec la BNP, on validait les dossiers pour les expats, pour qu'ils achètent en France. Donc les mecs venaient chez nous avec des documents, contrat de travail. On validait les documents et ça leur permettait d'obtenir un crédit expat pour investir en France. Et ils sont arrivés, il y a eu un afflux incroyable, juste avant que les taux d'intérêt montent. En fait, ils savaient que les taux d'intérêt allaient monter. Les expats français venaient avec leurs documents et acheter en France pendant que les taux étaient bas. Ils se fichaient complètement que ça soit un peu plus cher ou un peu moins cher, parce qu'ils savaient que, en fait, en France, on est souvent à taux fixe. Presque 95% du temps, on est à taux fixe. C'est très bien d'ailleurs, parce que ceux qui commencent à emprunter à taux variable, qui ne savent pas dans quoi ils s'engagent, des fois, ils se retrouvent un peu, même dans des situations très compliquées. Et je pense que là, on peut parler de mauvaise dette, parce que, Et pourquoi je disais ça? Ouais, tu parlais justement des fameux taux qui étaient très bas. Je te demandais si tu avais connu la période oui. Et ils ont acheté, et les crédits étaient entre 500 000 euros et 1,5 million d'euros. Et les gens, ils avaient des revenus qui ressemblaient à quoi à peu près? Entre 2 millions, 3 millions par an. Mais après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Nous, tu vois, ils amènent ça au cabinet, les documents paraissent légits. Et c'est pas notre boulot d'investiguer, on n'est pas flic. Ouais, bien sûr. Donc on valide les documents et puis les mecs empruntent. Après, c'est marrant parce qu'en fait, il y en a plein qui, souvent, Dubaï, le système immobilier fait qu'il y a beaucoup de gens qui taxent Dubaï ils disent que c'est une bulle immobilière. C'est une bulle immobilière et tôt ou tard, ça va péter. C'est déjà arrivé. Hein. Elle va regonfler, ça va repéter, etc. Mais parce que Dubaï, la particularité de la France, Dubaï, il y a beaucoup de cash buyers, des personnes qui achètent en cash, tu vois, ou par des promoteurs immobiliers avec les facilités de paiement. Il y a quand même des personnes qui achètent avec le crédit, mais beaucoup moins qu'en France, par exemple. En France, les gens qui achètent cash, très peu, tu vois, c'est vraiment une minorité. Je pense que c'est interdit déjà. Non, tu peux. Si, tu peux à partir du moment où le montant. Non, il veut dire en cash avec des billets. Non. En fait, il faut justifier. Je pense que montant comptant. Montant comptant, tu peux. Tu as le droit de payer en cash, tu peux. Je savais pas. Je pensais que c'était interdit. Tu es obligé de passer par une banque, t'endetter en gros. Si l'argent a été clear, c'est-à-dire en gros, l'argent. Par exemple, tu sors des dividendes d'une société qui est la tienne ou pas.
tu payes ce que tu as à payer. À partir du moment où l'argent il est disponible et tout a été payé dessus, il a été essoré, là tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais est-ce que la bulle immobilière, elle n'est pas en France en vrai? Parce que en donnant la capacité à des personnes qui logiquement ne pouvaient pas acheter ce type de bien en termes de montant, est-ce que c'est parce qu'au final le prix de l'immobilier en France il est assez élevé, très élevé même quand tu regardes sur une échelle mondiale, on fait partie du haut du panier, tu vois. Ouais, mais Mais c'est pas vide, les logements sont pas vides. En Chine, il y a une bulle immobilière qui a ouais, non, il y a une explosé. grosse crise. Mais ce que je veux Mais- dire par là, c'est comment t'expliques qu'en France, un mec qui bossait chez Leclerc, il gagne 1500 euros, il peut faire un crédit pour acheter une maison à 400 000 euros. Et au final, bon, moi c'est Mais très il peut bien ça. plus, hein. Mais oui, Ouais, voilà, il ouais. peut plus. Mais au final, il y en a plein, il y a certaines personnes aussi qui disent que s'il n'y avait pas l'accès au crédit si facilité et tu vois, vraiment accessible à tout le monde, au bout d'un moment, les prix de l'immobilier, ils redescendraient. Mais c'est ce qui se passe là. Ouais, En France, c'est ce qui se passe. Les gens peuvent plus emprunter, du coup, bah, les prix descendent. Et ceux qui ont du cash, ils attendent que ça soit au plus bas avant d'acheter. ils vont se régaler. Et on va voir comment ça se passe, mais ça sera peut-être pas la meilleure idée d'investir dans l'immobilier en France. Pour l'instant, il n'y a pas de point. Pour moi, il n'y a plus de point positif à investir en France dans l'immobilier. On va voir hein, Ouais. comment ça se passe. Mais imaginons que demain, ils décident de mettre. Déjà, on est devenu le pays le plus taxé au monde. Ça y est. À C'est dépasser le fait, Danemark. on est top 1. Ah ouais, ça y est, on est au top 1. Félicitations. Euh, Maintenant, pour un investisseur français, mettre son cash dans l'immobilier en France, je pense qu'il va réfléchir à deux fois. Ouais, je pense L'avenir aussi. est incertain. À l'Assemblée, on peut passer toutes les lois qu'on veut, on peut voter tous les budgets qu'on veut en passant en force avec le 49.3, donc il n'y a même plus de débat démocratique. Euh, je sais pas où on va avec la France. Et j'ai pas envie. Moi, en tant qu'investisseur, j'ai investi beaucoup d'argent en France, enfin, via la dette. Aujourd'hui, je ne réinvestirai pas en France. Ah, j'attends que la tempête passe, j'attends de voir ce qui va se passer dans 5 ans, peut-être. Pour l'instant, non. J'ai pas envie de me retrouver avec. Tu fais ton plan, tu te dis, bon ben voilà, je mets un apport de 10%, je mets 100 000 euros. J'achète un immeuble pour 600 000 euros, il y a 400 000 euros de travaux. T'en as pour t'empruntes 1 million avec 100 000 euros d'apport. Et dans ton plan, bah, c'est payé par exemple en 15 ans ou en 12 ans. Et puis d'un coup, une taxe apparaît. Et ça repousse. L'échéance, enfin de ça. Ouais, ouais. Donc en fait, tu te retrouves. Tu pensais que ça allait te coûter 1 million en tout, puis finalement, ça va te coûter 1,2 million. Ah Tu dis, non, attends, c'est 20% de plus que ce que j'avais prévu. Donc... les projections, elles sont compliquées. Surtout qu'en France, Ben, il en avait déjà parlé une fois, je crois, quand on parlait du Airbnb, parce qu'à un moment, il y a une grosse mode, notamment via YouTube et les réseaux sociaux, de YouTubeurs spécialisés dans l'immobilier, Mhm. qui parlaient énormément de l'investissement locatif short terme. Étant donné que la France est le pays le plus visité au monde, c'est vrai que c'est une manne financière de dingue, tu vois. Et des gars qui ont fait plein de crédits et qui basaient leur remboursement vraiment sur les chiffres générés par Airbnb notamment. Mais il suffit que, je sais pas, tu aies un souci dans la zone dans laquelle tu te trouves, un syndic, des choses comme ça. Moi, ça arrivait à quelqu'un que je connais dans le Vieux-Nice. Dans le Vieux-Nice, il avait acheté 2 appartements qu'il a retapés. Et au final, je crois que le syndic a décidé ils ont voté, ils ont réussi à faire réduire le nombre euh, de nuitées autorisées pour le short-term rental, tu vois. Je ne sais pas s'il a continué en force, il a quand même essayé, etc. Mais en plus, c'est vraiment l'immeuble, il y a des petits vieux, il n'y a pas d'ascenseur, je crois, donc tu entends tous les va-et-vient avec les grosses valises, donc c'était devenu très compliqué pour lui, bref. Mais ouais, comme tu dis, la France, c'est incertain. La France, ce que je vois, c'est l'achat immobilier plaisir, en fait. Là, je regardais hier la série L'Agence, là, qu'on regarde souvent, c'est une famille T'as française. regardé hier Ouais, j'ai encore? regardé. Et la maison, j'avais pas vu T'as la été maison en à- Normandie. t'as regardé à Annecy? Non, mais j'ai vu la maison en T'as pas vu Normandie. Annecy? Non. C'est beau, hein. Franchement, la France, c'est très, 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 très beau. Franchement, l'île de Ré, enfin, à Ouais, l'île l'époque, de- on n'entend pas beaucoup parler. c'est un l'île de truc Ré, de en bobo, général. l'île de Ré. C'est Ouais. Annecy, C'est c'est super beau. magnifique. Tout ce qu'il y a Annecy, autour, Menton. j'ai vu à Annecy la Suisse, Annecy, on dirait. la maison Oh, qu'ils ont et tout, les ça gadgets, va. les jacuzzi à l'extérieur et tout. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, en Ouais, gros, non. en Ah, gros mais c'est vrai que la vie à Annecy, nous, en ouais, fait, il faut c'est savoir pas- que l'agence Marina Imo Dubaï, on vous donne la vérité. En fait, on vous donne les infos de Dubaï et les infos qu'on a en France. Euh, Nous, par exemple, on n'est pas contre la France. Bon, c'est vrai qu'on est parti depuis. Moi, je suis parti depuis 15 ans. Je suis à Dubaï depuis 15 ans. J'ai beaucoup voyagé entre temps, mais j'ai pied à terre à Dubaï. Euh, c'est vrai que
si la France, on aimait à 100%, on serait encore en France, mais il se passe tellement de choses, notamment du type politique et économique, c'est pas trop intéressant pour nous. Par contre, Paris, c'est super beau, c'est super romantique, il y a des rues à Paris, dans le 6e arrondissement, il y a encore des traces de Gainsbourg, on sent limite la patte de Gainsbourg, et il était là hier, C'est rue sur les Vivienne, ça, murs. je crois. Rue Vivienne, ouais. Rue Vivienne. T'as des endroits vraiment pavés, Sacré-Cœur. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait à Dubaï. Il va pleurer, il va pleurer. Ouais. Je ne sais pas quoi dire. Et en fait, on sent vraiment l'énergie à Paris. Maintenant, j'ai vu Annecy dans la série Netflix, l'agence. Annecy, je me dis, mais merde, la montagne. Bon, c'est vrai, il faut avoir du pognon. Je ne sais pas, il coûtait combien Je ne sais pas, mais c'est cher. Je sais que ça se compte en millions, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est 3, 4 ou 7 millions. Ah bah si t'es en face du lac... Ouais. Et là, à mon avis, en été, tu peux te baigner au lac de Annecy. Oh ouais, c'est trop bien, j'y allais, moi, souvent. Ouais. Bah, j'ai passé début du Covid là-bas. J'ai pris des Airbnb autour du lac d'Annecy. C'était génial. Et malgré tout, tu t'es venu à Dubaï, quoi. Bah, je suis venu à Dubaï, mais moi, j'ai raconté mon histoire. Je partais pour ouvrir un crypto exchange en Lituanie. La Lituanie ferme les frontières une demi-heure avant le vol. J'avais une escale à Varsovie. Je dis, bon, bah, je reste à Varsovie le temps que la situation s'arrange. La situation s'arrange pas. Je reste 3 mois à Varsovie. Varsovie commence à imposer des restrictions à cause du Covid. Et je cherche un endroit pour passer les fêtes de Noël. Et Dubaï est ouvert. Donc, je viens à Dubaï avec ma sœur et je reste à Dubaï. Incroyable. Hein. Et ça, c'est le schéma particulier de tous les gens qui sont à Dubaï. Hein. On est tous venus une fois, on est resté en vacances peut-être 2 semaines. Certains, ils sont restés 1 mois et ils sont toujours là. Donc bravo à vous, ceux qui sont là, ceux qui peuvent s'identifier sur la chaîne. Et c'est intéressant quand même. Hein. Tu as été au lac d'Annecy. Franchement, moi, quand j'ai vu la nature et tout, je me dis... Bon, il faut savoir qu'à Dubaï, on a aussi Hatta, que Abdel il a fait une vidéo, sa dernière vidéo. On a aussi Fujairah, les montagnes. On a Ras El Khaimah, naturel. Il y a des hôtels à Ras El Khaimah, on se croirait au Kenya, avec des réserves naturelles, des zébras, limite des girafes qui viennent vous voler votre petit déjeuner le matin. J'en ai les frissons. Big up à Karim, qui s'en connaîtra. C'est vrai que c'est, voilà, malgré tout. Mais Dubaï, ça reste quand même une place pour investir dans l'immobilier, une place financière très safe et qui est sur la ligne, en fait. Et comme on dit souvent, le cheikh, il trouve toujours des solutions, il réagit très rapidement aux problèmes qui peuvent survenir, que ce soit économique et surtout politique et sécuritaire. Donc voilà, c'est ça la différence entre la France et Dubaï, c'est que Dubaï, tu as une seule personne qui dicte, enfin qui trouve des solutions, alors que la France, il faut passer par le Sénat. Et je te laisse, Ilan, spécialiste pour parler de ça. Non, justement, ce qui est grave en France... J'ai lancé sur la transition, sur le gouvernement. C'est qu'on n'a pas une personne qui veut le bien de la France et qui prend toutes les décisions pour le bien de la France. On a une personne qui suit des directives qui ne sont pas les siennes, qui s'enrichit et qui pense à son assiette plutôt qu'à celle du peuple, parce qu'il s'en fout du peuple. Ici, je pense que le Cher veut le bien des Émiratis, et les décisions qu'il prend, c'est pour le bien de son peuple. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, de toute façon, il n'a rien à dire, parce que c'est pas lui qui détient l'exécutif, c'est le roi, c'est le Cher. Donc voilà. En tout cas, la France, c'est dommage. Hein. C'est dommage, parce que en termes de... On l'a dit plein de fois, la France, c'est une Ferrari sans moteur. C'est super. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça roule sur des roulettes, tu vois. Que ça aille très bien, mais c'est tellement mal gouverné. Et Dubaï, c'est peut-être un peu le sens contraire, même si Ben a parlé de 2-3 endroits qui sont sympas. Je ne sais pas si on peut parler de ça dans le podcast. Il y a une censure quand même là-dessus, sur la critique du gouvernement français, donc je sais pas si... Non, tu peux y aller. Moi, j'ai pas envie qu'ils vous censurent. Et je vous aime bien, les gars. Non, voilà. De toute façon, nous, on est là. Les Français choisissent. Ils ont ce qu'ils choisissent. Et puis voilà, faut pas aller à contre-courant. C'est à la majorité des Français qui votent pour une politique. Tu peux pas... Moi, j'avais un bureau de tabac. On avait le gouvernement Hollande qui avait mis en place l'augmentation du paquet de cigarettes. Son ministre de l'économie se présente aux élections et ne veut pas réduire le plan d'augmentation de la taxe sur le paquet de cigarettes. Donc les fumeurs se plaignaient parce que le paquet était en train de doubler. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire? Parce que eux, ils n'avaient pas voté pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais il y a plus de gens qui sont non-fumeurs en France qui, eux, se disent on va voter pour ce gouvernement parce qu'ils vont augmenter la taxe sur le paquet de clopes
et ça va faire diminuer les gens qui fument et diminuer les cancers. Et, en fait, bon, bah voilà, les pauvres fumeurs, bah, ça fait chier pour eux parce que leur pouvoir d'achat baisse. Mais en même temps, comme c'est une démocratie, ils ne peuvent pas aller contre ceux qui ont voté pour l'augmentation du paquet, quoi. En gros, tu veux dire qu'on a un peu ce qu'on mérite? Ouais, je vais te donner un autre exemple. Il y avait la grève contre la réforme des retraites l'année dernière. Et on pouvait faire des dons à la caisse des grévistes pour entretenir le mouvement. Moi, j'étais prêt à le faire, j'avais pas d'argent à ce moment-là. Je voulais envoyer 10 000 euros à la caisse des grévistes et je m'en fous, ma retraite, elle est faite. Je pense que la nôtre aussi. Donc, si je le fais, c'est vraiment pas pour moi, c'est pour les autres, parce que j'aime bien la France, j'aime bien les Français en général. Quand je croise un Français, je suis super. Et j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas les fonds à ce moment-là. Punaise, pardon. 3 semaines après, alors la grève s'arrête, tout ça. 3 semaines après, je vois les sondages. Qu'est-ce qu'on a dans les sondages en tête? Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Attal, Olivier Véran. Bon, et après, tu as Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, je veux dire, les premiers que j'ai cités, c'est la même équipe qui sont à la depuis base François Hollande. Donc, en fait, ça sert à rien. Si même demain, Macron ne peut pas repasser parce qu'il peut se présenter 3 fois, mais il ne peut pas faire 3 mandats. Mais si demain, c'est un de son équipe qui passe, ça ne changera rien. Donc moi, en fait, j'ai envoyé 10 000 euros pour essayer d'aider un mouvement. Les gars, peut-être, voilà, ils méritent de partir à 62 au lieu de 64. Pourquoi? Pour rien. Ils auraient juste cramé l'argent et aux élections d'après, ils auraient voté pour un mec qui continue cette politique qui est appliquée là depuis Hollande et Macron, quoi. 12 ans. Ah, c'est incroyable. De toute façon, la politique, c'est que des faux changements. Ils te donnent l'impression tu passes d'une chose à l'autre, mais au final, le but, c'est que ça reste soit la même chose. J'ai lu un article comme quoi que Macron, il essaierait peut-être de changer la Constitution. Ça va être dur, mais pour pouvoir se présenter une 3e fois. Ou alors, justement, au contraire, il prépare Attal. Il veut faire comme il avait fait Poutine avec Medvedev. Il veut mettre Attal président et lui passer Premier ministre. Au final, pour qu'il reste aux commandes. Mais bon, dans tous les cas, c'est tordu, quoi qu'il arrive. Bon, moi, je suis sans voix, il y a tellement de choses à dire, mais je veux pas. Je travaille dans un cabinet d'avocats, je vois des choses extraordinaires, les Français n'imaginent même pas. Je veux pas, on va pas en parler, ça sert à rien, ça changera rien, de toute façon, ça va les amuser, ça vont être curieux d'écouter ça un petit moment, ceux qui nous écoutent, et puis vous, ça vous fera du mal à votre chaîne, c'est sûr et certain. Moi, je pense pas, mais bon. Il y a un opposant politique, pas un opposant politique, mais un ami d'un ami qu'on connaît. Français, vraiment français, de souche, Versailles. Cato Tradi. Anti-Macron. Il était en Thaïlande depuis 2 ans et il finançait un parti politique qui était complètement l'inverse de ce que proposait Macron, le gouvernement Macron. Putain, il est arrivé à Paris, la première chose qu'ils ont fait, il a pris l'avion, il est arrivé à Paris, la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en détention provisoire. Arrête. Le temps de le juger. Le mec, il a fait 6 mois en détention provisoire. Il a été jugé et est sorti. 6 mois quand même. Ah ouais. C'est chaud, hein. Mais il avait une grande écoute. Il avait de l'influence. Une grande écoute, je sais pas, mais il avait de l'influence et puis il finançait surtout. Donc il faut faire attention. Vous allez avoir de l'influence. Il faudrait pas... Moi, je pense qu'il faudrait pas... de toute façon, faudrait pas jouer avec ça. On est bien ici, on est tranquille. Comme on a dit, il y a une démocratie en France, les gens votent pour ça. Moi, j'ai encore eu l'exemple l'année dernière, j'ai failli faire un don à la Caisse des grévistes pour les soutenir dans leur combat contre la réforme des retraites. Et puis, il y a un sondage qui sort un mois après où les gens vont voter en fait pour la même équipe qui les fout dans cette situation qui, en fait, a l'air de ne pas leur plaire. Parce que si les mecs font grève, c'est que ça leur plaît pas. Ils ont voté pour, mais... Donc, la leçon que j'ai retenue, il ne faut pas nager à contre-courant. Quand tout le monde sera décidé à aller dans le même sens, peut-être que ça vaudra le coup. Mais là, pour l'instant, ça ne sert à rien. Puisque dénoncer quelque chose, ou peut-être qu'il ne faut pas le dénoncer, mais dénoncer quelque chose, les gens ne veulent pas vraiment que ça change. Tu vas juste tirer peut-être une balle dans le pied. On va peut-être faire plaisir à certains auditeurs, parce qu'il y a des gens qui sont assez d'accord peut-être avec nous et qui se disent « Putain, ça me fait chier, j'aimerais bien que ça change parce que je vois que ma qualité de vie diminue d'année en année alors que je ne comprends pas, je paye toujours autant de taxes, ma TVA elle est toujours aussi élevée, en plus on est devenu top numéro 1 dans le monde sur les taxes.
Mais bon, on ne représente pas la majorité, les gars. Ceux qui nous écoutent, je suis désolé, on ne représente pas la majorité. On est obligé de suivre cette démocratie. Et si tu avais l'occasion, là, si tu avais par exemple, on va dire 200 000 euros, tu préférais investir à Dubaï ou en France? Au lac d'Annecy. En Goûter, à Megève. C'est Megève à côté, non? Megève, c'est en Suisse, non? Ouais, alors non, Lac attends, d'Annecy. je vais répondre à tes questions. C'est pas très loin. 200 000 euros, le problème qu'il y a, c'est que ici, je sais pas ce qu'on peut acheter à Dubaï. Ça, tu pourras Un m'aider. petit studio. Petit studio. Un petit studio. Et en Annecy, je peux rien acheter à 200 000 euros qui me plairait. Donc, ma réponse, ça serait à Dubaï. Il n'y a rien dans ces prix-là. En fait, tu peux acheter un studio à Fourjane, des quartiers qui sont grandissants. Fourjane, JVC. Mais pour le louer, je l'achèterais. Pas pour le vendre. C'est des quartiers qui... En fait, les gens, en fait, c'est simple. Les gens qui viennent se tenter à Dubaï, s'essayer à Dubaï, ils le louent ils payent entre 6 000 ou 7 000 dirhams le studio par mois. 6 000, 7 000 dirhams. Là, on parle de maintenant, en 2024. Tu veux venir un mois à Dubaï, tu veux un petit studio intéressant, c'est 6 000, 7 000 dirhams par mois. 1 500 Meublé, euros bien par mois, à peu près. Oui, sans doute. Ouais. 1700, Ça dépend du taux. 1500, 1700 euros Le taux, par il est à mois. 3,83 en ce moment. D'accord. Et c'est Ouais, pas, moi aussi, j'ai des c'est messages, bien. Hein. je sais pas ce C'est- qu'ils me racontent tous. Ouais. Non, mais c'est intéressant quand tu y penses. Tu le loues mensuellement, ton appartement, ça fait 7 000 dirhams. La renta, Par elle est mois. cool. Hein. Et quasiment, c'est vraiment booké. Hein. En plus, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu le mets sur Facebook Marketplace et tu trouves directement une personne. La renta est C'est un truc cool, de il n'y a fou. pas de paperasse, on paye rien du tout sur ce qu'on Et encaisse. ce qui est bien là, pas besoin de s'endetter parce que Qu'est-ce c'est tout pas vraiment sur une compte dette. Parce que personnel. ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment une dette, c'est d'acheter sur plan parce que tu achètes directement chez le promoteur et comme c'est pas un établissement bancaire, eh ben, c'est seulement le promoteur qui peut te sanctionner si tu as des délais de traite de paiement, tu as des pourcentages à payer en plus. Après, ce qui est normal en même temps, Ouais, hein. c'est Tu t'es logique. engagé. T'as signé un contrat. Après, c'est négociable. Donc en fait, des fois, on arrive à négocier avec certains promoteurs de payer de zéro traite de enfin comment on appelle ça? Pénalité de retard. Pénalité de retard. Donc c'est super intéressant. Ouais. Et tu passes pas par un établissement de crédit parce que l'établissement de crédit, il va mettre ta maison. Faut constituer un dossier. Voilà. faut- C'est plus compliqué. Donc pour ceux qui veulent faire du crédit, voilà, c'est une autre démarche, c'est un autre truc, c'est plus compliqué. Voilà. C'est plus simple d'acheter directement chez le promoteur. C'est comme un établissement de crédit, sauf qu'on n'a pas tous les problèmes qui vont avec. Là. C'est quoi, Ben? C'est tellement simple. Moi, c'était ma petite théorie personnelle. On en avait parlé, je crois, une fois. Parfois, j'ai l'impression, bon, après, il y a des gens, ils ont vraiment des problèmes. Ils ont mal goupillé leur truc et tu vois, ils peuvent avoir des soucis, surtout les entrepreneurs. J'ai l'impression que des gens, ils prennent certaines personnes qui ont acheté, notamment avec nous, hein, je l'ai vu. Ils ont pris. C'est tellement facile, le plan de paiement à mettre en place, qu'ils prennent ça à la légère. Genre, le gars, ça le choque limite quand tu l'appelles. C'est lui qui t'appelle. Il me dit, ah, franchement, il me saoule. Ils font que de marceler Imar ou un tel. Tu dis pourquoi? Parce que nous, on suit pas, on suit les dossiers, mais après, une fois que le gars, les personnes, c'est des grandes personnes aussi. Une fois que le process est lancé, c'est à eux de faire leur paiement. Et le mec, il m'envoie son truc et en fait, il n'a pas payé les 3 dernières mensualités. Il me dit non, mais tranquille. Je dis non, mais c'est pas tranquille. Tu vois, c'est pas. Mais c'est tellement simple, vu qu'ils arrivent, ils s'assoient, ils signent. J'ai l'impression parfois, ils se rendent pas compte de l'engagement. Tu vois? Alors que peut-être si tu te prends la tête, tu vas monter un crédit, en gros, ça te fatigue. Ils te font payer ils te font payer le fait que t'es à cheval après dessus. T'es à cheval. C'est juste une petite parenthèse. Et toi, Ilan, si tu avais l'occasion, tu t'achèterais un terrain dans la vraie vie ou dans la métaverse? Alors, on bascule en métaverse. Ouais, parce qu'en fait, petit quart d'heure avant de terminer, je pense que Ouais, ça, bien ça sûr, bien sûr. fera, Bien ça sûr, fera ça fera 45 une heure. minutes. Ouais, ça 45 fera- minutes, une heure. Bonne question, Petit bonne quart d'heure, question, bonne finance. question. Plutôt. Bah écoute, si le terrain dans le métavers c'est 10 fois moins cher, je pense que j'investirais. Là, maintenant, aujourd'hui, j'investirais dans un terrain dans le métavers en espérant que le prix augmente. Bah, je prendrais un risque et acheter un terrain ici maintenant. Ouais, après, il faut que je construise dessus, ça a encore des coûts, il faut que j'ai des autorisations spéciales. Je maîtrise pas en fait aux Émirats. Je sais pas comment ça se passe quand tu achètes un Alors, terrain. un terrain, c'est compliqué, c'est c'est très, très régulier et c'est super cher. Donc métaverse. C'est plus simple. Hein. C'est plus simple et moins cher.
D'ailleurs, tu connais le gars de Sandbox? Ouais, je suis ami avec le vice-président de Sandbox. Salut Bertrand, nous écoute. Sandbox, c'est le plus gros métaverse. Bon, maintenant après Meta, mais c'est le plus gros métaverse, la plus grosse boîte actuellement. The Sandbox. Qu'est-ce que je dise de plus? Tu connais un nom, là, je t'ai donné une balle, tu peux tout dire sur Sandbox. Et t'as impliqué un peu dans le... J'ai failli devenir ambassadeur, oui, aux Émirats de Sandbox. Ils prenaient un bureau à DIFC. Et en fait, tout a commencé à se péter la gueule en crypto et les plans ont été revus, les budgets ont été revus à la baisse et du coup, je n'ai pas pris le bureau au DIFC et j'ai pas pu prendre le poste. Mais j'avais préparé le go-to-market, j'avais soumis le go-to-market au CEO, à Sébastien. J'avais budgété et puis voilà quoi. L'idée c'était en fait d'attirer dans le métaverse des personnes qui vivent aux Émirats Arabes Unis. Donc ça aurait été ça mon job. Organiser des events, signer des partenariats avec des entreprises ici pour qu'ils aient de la visibilité dans le métaverse, que ça leur apporte des clients et que ça apporte des consommateurs dans Sandbox. Voilà. Et bon, vous avez vu, après 2021, ça a commencé à... je crois que j'ai mis 7 000 € ou 8 000 € sur Sandbox. C'était tombé à X. Faut que je regarde, mais je crois que c'était tombé à 500 €. Hein. C'est vrai que c'est bien cassé la gueule, Sandbox. La crypto, c'est qui tout double, en fait. C'est vraiment... voilà, mais bon, ce qui est bien, c'est que tant que tu n'as pas revendu, tu n'as pas perdu. Hein. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est vrai. Ah oui, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Là, la leçon qu'on tire, je pense, Ben et moi, c'est qu'au prochain bull run, on va savoir vendre. On va pas attendre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Au moins, on appelle ça take profit. Tu take profit, tu prends ton capital et tu prends ton pourcentage. Tu laisses un peu quelques billes dessus. Comme ça, si ça vraiment descend, au moins, tu auras pris ce que tu voulais prendre. Des fois, il y a des monnaies comme CAS. Tu veux parler un peu de ce que tu fais sur CAS? CAS, on mine du CAS depuis septembre et on a signé des contrats de broker, de courtier avec des fermes ici aux Émirats, avec 7 fermes. Et on a des slots disponibles qui seront accessibles aux particuliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de venir avec 50 machines pour pouvoir les déposer dans les fermes. On signe des contrats. Alors, les slots, c'est des emplacements. On signe un contrat de 50 slots et en fait, l'idée, c'est de prendre des particuliers et de signer des contrats avec eux pour placer leurs machines et réussir à remplir ces 50 slots. D'accord. Et en fait, on a commencé avec Caspa parce qu'au début, miner pour moi, c'était trop tard. L'année dernière, je me suis dit, on est des trop petits poissons, c'est même pas la peine, on va se faire bouffer par... chacun son métier. C'était la réflexion que j'avais. Puis je me suis intéressé à Caspa et j'ai vu que c'était encore possible de jumper, de sauter dans le mining grâce à Caspa. Parce que Caspa est rentable et commencé l'année dernière et encore même cette année, ça vaut le coup. On a un token qui était à 10 centimes la semaine dernière de dollars. Là, il est à 14 centimes de dollars. En pool run, nos prévisions sont entre 2,5 $ et au plus haut, mais ça serait, on ne sait pas, ça serait 10 $, mais à partir de 2,5 $, parce que nous on mine du Caspa et puis on conseille aussi des clients qui minent du Caspa pour eux avec leur propre machine. À partir de 2,5 $, on va commencer à réfléchir à prendre des profits. C'est fois 17 fois. Aujourd'hui, ouais. De 0,14. Mais nous, c'était à 3 centimes. Quand on a c'était à 0. Moi, je me souviens, c'était à 0,08 ou. Ouais, à 3 centimes. Ah, toi, à 3. C'est toujours comme ça, hein, quand on n'a pas investi, on se plaint. C'est pareil pour. J'ai parlé aussi de Tao, BitTenser, sur votre chaîne, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez. Aujourd'hui, il est à 600 $. Donc, ceux qui sont curieux, allez voir à combien il était quand j'en parlais. Ouais. Je pense que... Le message est passé. Ouais. T'as toujours pas digéré les... Il voulait répondre aux petits commentaires, mais tout en douceur. Non, mais à feu doux. Il voulait répondre aux commentaires à feu doux. Et c'est vrai que c'est intéressant. La crypto, en fait, ça retrace un peu l'immobilier à Dubaï. L'immobilier à Dubaï, c'est presque pareil. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas investi en 2020, en 2021. Quand on leur disait, j'ai un ami, je le répète souvent, hein, c'est un ami, il voulait acheter Beachfront Emar,
et ils voulaient augmenter le plan de paiement, même s'ils étaient un peu, ils roulaient pas sur l'or à cette époque-là, Emar. Vous avez comme le projet Beachfront, hein, qui est un projet luxueux et faramineux, en face de Marina et en face de La Palme. Donc c'est vraiment entre les deux. Il est en sandwich. Et donc justement, ils voulaient tellement négocier que Emar, ils lui ont dit, écoutez, c'est 1,02, enfin 1,2, c'est à prendre ou à laisser 50 plans de paiement. Donc il ne l'a pas pris et maintenant l'appartement Beachfront, il est à 2,2, 2,3 avec il n'y a pas de plan de paiement, donc c'est cash payment. Donc voilà, il aurait pu faire x2, il ne l'a pas fait parce qu'il attendait la bonne affaire. C'est pareil pour la crypto, c'est pareil pour ce truc. Donc ceux qui veulent vraiment se positionner sur un appartement à Dubaï, il n'y a jamais meilleur moment que maintenant. Donc si vous êtes vraiment intéressés, ceux qui écoutez, ceux qui regardez, si vous voulez vous positionner sur un appartement à Dubaï, vous hésitez, vous ne savez pas, contactez-nous. On va vraiment faire un audit sur vos besoins et sur vos attentes et on va vous proposer un appartement qui correspond vraiment à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. On est spécialisé dans l'immobilier depuis plusieurs années. Vous pouvez regarder notre chaîne, on a fêté notre 50e épisode. Là, demain ou après-demain, on postera le 51e. Et voilà, c'est fait les États des États-Unis, 51 États. C'est rien à voir. Donc, le mot de la fin, Abdel, ça veut dire mot de la fin, comme d'hab, ravi de vous avoir. Non, le mot de la fin, c'est le sur crédit. c'est ton sujet, rappelle-toi. Allô, Georges. Parce qu'on est passé. On a été dans tous les sens. Quand tu regardes bien, on a parlé 5 minutes, je crois, de ce sujet-là. Après, ouais, si tu mets de côté l'éthique tout court, parce qu'il y a même des gens, ils n'ont pas forcément une éthique religieuse, mais ils préfèrent éviter les crédits. Il y a du bon et du moins bon, mais c'est clair que si tu te bases sur les faits et que les faits, si tu veux vraiment arriver à un patrimoine conséquent, c'est soit le crédit ou soit la prise de risque maximale. C'est-à-dire, en gros, tu as un montant, tu vas dans un coin paradisiaque, mais qui est encore mort, mais tu sens que ça va péter. Tu mets toutes tes billes, tu achètes du terrain. Comme à l'époque, je crois que c'est Julio Iglesias qui avait acheté pratiquement je ne sais combien de kilomètres de plage à Saint-Domingue, avant que ça devienne vraiment la destination à la mode. Et maintenant, il loue ça, il loue des parcelles de terrain à des grands groupes hôteliers, tu vois. Sans parler des parcelles de terrain qu'il a. Et moi, je pense, bizarrement, plus on avance dans le temps, tout à l'heure, vous parlez de métaverse. Bien évidemment, je pense que ça va prendre du temps, mais ça risquerait de prendre. Mais je pense que... surtout avec l'explosion des réseaux sociaux, tu n'as plus de coins secrets. Donc je pense que quelqu'un qui connaît un coin paradisiaque, il ne faut pas que ce soit non plus dans une zone dangereuse, tu vois, dans un coin où il y a trop d'instabilité politique, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne prenne pas, en fait. Tu vois, la Terre, la planète, elle a tellement été essorée, et tu vois, un coin qui est visuellement beau, avec une belle météo, des choses comme ça, et il faut qu'il y ait un potentiel, il faut que ce soit un minimum accessible. Si c'est vraiment un petit rocher au milieu du Pacifique, non. Mais une petite île grecque, où tu vois, même qui est pour le moment qui est extrêmement calme, avec des villageois, le mec qui a des cojones, il y va, il met ce qu'il a à mettre, et il attend, et ça peut devenir je sais pas, tu sais, maintenant, en fait, t'as l'impression que c'est l'information qui fait la valeur d'un endroit. Ça veut dire, je te donne un exemple, on part nous trois, là. On se trouve un petit patelin, une île au large de la Turquie. En Tanzanie. Voilà, tu rigoles, en Tanzanie, ouais, vers Zanzibar, à côté, un truc. On met des billes, on achète des kilomètres de terrain en bord de mer. Demain, Kim Kardashian est tombée amoureuse de cette destination, machin. Faites des stories sur Insta, c'est parti. Terminé. Et c'est parti, tu montes sur le cheval et c'est parti pour l'ascension, tu vois. Mais ça, voilà, il y a quand même une prise de risque, puisque le truc peut prendre du temps à prendre ou peut ne même pas prendre, tu vois. Après, le crédit, et pareil, le crédit, tant que ça va, c'est un peu con ce que je dis, mais ça va. Mais une fois que tu perds tes rentes, comme tout à l'heure Ben ce qui disait, si tu as 100 000, tu mets à hauteur de down payment de 20 000, c'est top. Et en plus, c'est très facile à reproduire comme opération. Mais après, le jour où tu perds tes revenus, je pense que ça te met quand même dans une situation de stress permanent. Et le crédit, je pense que tu perds en liberté. Tu gagnes en patrimoine, mais tu perds en liberté. Demain, le mec qui a 3 crédits sur le dos ou 4, même qui a un immeuble de rendement, qui a ce que tu veux, qui a fait des super bons placements, si son patron lui parle comme une merde, il hésite quand même à répondre. Tu vois ? Il se dit, putain, avant de dire quoi que ce soit, il pense à tout ce qu'il a sur le dos. Et je pense qu'il y réfléchit à 2 fois, tu vois. C'est clair. Voilà. Et pour moi, c'est un peu le point négatif du crédit. Mais après, tous les goûts sont dans la nature.
Bon, moi, je suis très crédit. Hein. Non, je sais. C'est vraiment. Je remercie le crédit. Merci la France de nous avoir permis de nous endetter. Parce que si c'était pas le cas, je serais resté au fond de mon village. Tu veux pas chanter une Marseillaise? Ben chantait la Marseillaise avant qu'on prenne le micro. Non, on va pas chanter la Marseillaise. Si, on peut la chanter, mais je suis pas chanteur, moi. Je suis pas très bon chanteur. Je vais vous casser les oreilles si je chante. Aux âmes citoyens. Je savais. Faut pas lui donner des perches comme ça. Au bataillon. Ok, merci à tous de nous écouter, de nous regarder. Comme on a indiqué, on est en train de rentrer dans Apple Podcast, Amazon Podcast, Spotify, etc. Bravo. Donc voilà, on est en train de grossir, on est là pour vous, on a démarré de rien. Started from the bottom, now we're here, comme on dirait l'autre. Ben, il est chanteur, danseur, interprète, poète et peintre. Ouais. En bâtiment et en art. C'est pour Nadir ça. Et designer. Donc big up à Nadir. Ouais. Et donc voilà, suivez-nous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est un cœur qui va aider la chaîne à se développer. Ça serait très gentil. Et vous allez nous revoir dans pas longtemps. Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao les gars. Ouf.